Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. Moi, je suis très contente de venir vous parler de multi-agent, d'architecture multi-agent. Je m'appelle Marie-Alice Blette, je travaille chez Komodo L, je suis AI Engineer et j'ai écrit ce livre Developing Apps with GPT-4 and ChatGPT, qui est en fait, on peut dire, le premier livre sur l'AI Engineering depuis que ça existe, avant même que le terme AI Engineer existe. Donc c'est plutôt cool. On n'est pas nombreux, donc en fait, je pense que si vous avez des questions pendant, je peux même m'interrompre et faire un truc un peu interactif. Je pense que ça pourra bien marcher. Je vais vous dire deux mots sur ma boîte parce que ça va aider pour la suite. Je travaille chez Komodo Health, c'est une entreprise américaine qui en fait va récupérer les informations des parcours des patients américains. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un Américain qui va aller chez le médecin, ça va faire une entrée dans la base de données avec sa maladie, son traitement qu'il a pris, etc. Et après, là-dessus, on peut faire des analyses pour savoir quel est le profil type d'Américains qui ont du diabète, quels âges ils ont, est-ce qu'ils ont d'autres maladies, etc. Donc, le thème de cette présentation, c'est multi-agent. Je vais quand même être obligée de commencer par vous parler d'agent tout court. C'est un mot qui est un peu à la mode, on entend plusieurs définitions, dans tous les cas ça a l'air magique. Je pense que l'idée c'est de revenir à une définition un peu concrète. Vous avez peut-être déjà entendu parler de React Agents ou Tool Calling Agents. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Quelques mains. Ok, ça marche. Alors, React Agents, c'est coupé mais on peut voir. En fait c'est la définition qui a été proposée en 2023 dans un papier qui a été publié, donc un papier académique, qui reste une définition assez théorique. Donc, React, c'est pour reasoning et action. Donc, c'est un agent qui va être capable de raisonner et d'agir. Globalement, dans ce papier-là, ils définissent comme ça. C'est qu'on a notre agent qui va effectuer des actions sur son environnement, qui va faire des observations, va voir le résultat de ses actions, et va pouvoir les ajuster de façon à je perds mes mots, à exécuter son objectif. Donc ça reste très théorique. Concrètement, en fait, qu'est-ce que ça donne? Ça va être l'implémentation, on peut voir Tool Calling Agent ou alors Function Calling Agent, où on a un LLM, donc là c'est ma boîte avec mon petit chapeau, qui est représenté comme ça pour dire qu'il est agentique. On va lui donner des objectifs et capacités, donc exactement comme là-dedans. Ça va être dans le système prompt. Donc ça, vous avez peut-être déjà vu, c'est le tu es un assistant très intelligent qui sait faire ça, qui doit faire ça, 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 ça. Ça, c'est l'objectif. Et la capacité, c'est on va lui dire tu as accès à tel tool. Donc un tool qui peut exécuter des requêtes sur une base de données, etc. Les actions, ça va être l'appel d'agent. Donc le LLM va demander l'exécution d'un tool. Je dis quoi? L'appel d'agent? Non, l'appel de tool. LLM va demander l'exécution d'un tool et va pouvoir récupérer le résultat. Par contre, ce qui est important, c'est que en fait, un tool, c'est quoi? C'est juste du code qui est chez vous. C'est du code qui est dans votre app ici. C'est pas le LLM qui va exécuter le code chez lui. Le LLM, on va partir du principe qu'il est chez OpenAI, chez un provider quelconque, chez Anthropic. Il n'a pas accès à votre code directement. Ça, c'est chez vous. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est dire je veux exécuter cette fonction, ce tool. Ça, vous récupérez ça, vous l'exécutez de votre côté, vous avez le résultat et vous renvoyez ça au LLM. Et ensuite, le LLM, il a ce résultat-là, il peut prendre une autre décision, soit appeler un autre tool, soit donner sa réponse. Donc, si on regarde le flux, ça va donner ça. On a une requête utilisateur, par exemple, qui arrive sur notre application. On va rediriger ça vers un appel à notre LLM. Le LLM va dire je veux appeler un tool. C'est ce que je viens de dire. On repasse par l'application, on exécute du code, on récupère le résultat, on renvoie au LLM et le LLM là peut décider de la suite. Donc, dans la suite, j'ai représenté ça comme ça. Là, on a le LLM avec le petit chapeau pour dire qu'il est agentique et il peut décider d'appeler des tools. Une conversation, concrètement, ça va ressembler à ça. Donc, on a le système prompt avec l'objectif, avec les capacités. Donc ça, tu peux utiliser tel tool. Et puis une instruction sur la réponse finale. On va avoir un user prompt qui va être la question de l'utilisateur. Donc par exemple ici, je vais créer une cohorte de patients.
Le LLM, là, donc ça, on fait un premier appel à notre API vers le LLM. Le LLM, il répond, je veux utiliser un tool, donc create core, donc c'est un tool que je vais donner dans son système prompt, avec certains arguments. Donc une date début, de fin, et puis un critère. Ça, nous, on va l'exécuter. On va injecter le résultat dans la conversation. Donc par exemple, tool créé avec l'ID 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, on envoie ça au LLM. Le LLM va répondre qu'il veut appeler un autre tool. Pareil, on recommence, on exécute le tool et on donne le résultat au LLM. Et ensuite, on a le LLM qui dit « Ok, j'ai fini et voici mon résultat ». Est-ce que ça va? Donc concrètement, ça ressemble à ça. J'ai mon LLM avec Query Database et SafeChart. Alors là, j'avais appelé Render Payload, désolé, c'est pas Render Cohort, c'est pas très bon. Non, c'est pas exactement le même exemple. Ok. Donc là, j'ai un premier exemple avec du Query Database et SafeChart. On a un LLM. Il y a un titre. Ouais. Il y a juste marqué exemple qui est caché par les feuilles. Donc là, on a un LLM, par exemple, qui peut faire des analyses sur ma base de données. Donc je vous ai dit tout l'historique des patients américains et créer des visualisations. J'ai un petit bout de code pour vous montrer. Alors là, bon, là, il y a juste un import. J'ai utilisé un framework qui s'appelle Strands. Est-ce que vous connaissez? Quelqu'un qui connaît? Donc ça, là, je suis en Python pour le coup. Il y a plein de frameworks qui existent. Strands, moi, je l'aime bien parce qu'il est plutôt simple. Je ne vous dis pas que c'est celui qu'il faut utiliser absolument. Ça dépend de votre cas d'utilisation. Ça me permet juste de ne pas avoir de code boilerplate. Vous allez voir, c'est super facile. J'ai une annotation tool dans laquelle je définis une implémentation que vous pouvez imaginer. Donc là, ça va exécuter des requêtes SQL sur une base de données. Et ensuite, je crée un agent comme ça. Donc un agent, je lui donne un nom, je lui donne un système prompt. Donc là, mon système prompt, il est très court. On peut imaginer que dans la vraie vie, il faudrait que ce soit un peu plus étoffé que ça. Pardon. Je lui donne le modèle. Donc par exemple, Claude Sonnet 4.5 au hasard. Hop. Et là, on met la liste de tools. Donc on aurait défini avant toutes les fonctions comme ça. Donc query database, save plotlyviz, get database schema. Hop. Et puis à la fin, en fait, on invoque juste l'agent. Donc là, avec ces quelques lignes de code, on a créé un premier agent. Alors est-ce que je vais changer? J'ai une petite démo, j'espère qu'il... Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Non. Attendez, je vais y arriver. Hop. Alors j'ai une petite démo que j'ai lancée juste avant d'arriver pour voir si ça marchait bien. Donc là, c'est juste un petit tab tout bête, hein, c'est du HTML. J'ai mon premier exemple, je lui pose une question. Alors là, je lui ai demandé, voilà, je lui ai demandé quels étaient les 10... alors HCP, c'est un médecin globalement. Donc quel est le top 10 des médecins en termes de prescription, de nombre de prescriptions. Alors là, il y a un bug d'affichage, on voit qu'il y a un petit raté. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et ça, je l'ai plugué à Langfuse, donc qui est une solution d'observabilité. Ça permet juste de voir ce qui s'est passé. Donc là, j'ai mon agent que je vous ai montré à l'instant. J'ai utilisé Claude IQ, ça m'a coûté environ 3 centimes. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est les traces. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc là, on peut voir ce qui s'est passé. Donc j'ai mon agent Healthcare Analyst. Là, on voit, j'ai fait le invoke agent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le code que je vous montrais à l'instant. Et ça, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un premier appel au LLM. Hop, le LLM, il a décidé d'appeler Gate Database Schema pour récupérer le schéma de la base de données. Ensuite, on lui a donné le résultat. Donc on passe dans une nouvelle boucle d'exécution de mon agent. Là, il décide d'appeler Query Database. Et enfin, il décide d'appeler Save Plotlyviz. Ah, donc visiblement, il a raté. Donc on le voit, il a fait 2 fois là. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un raté dans le tool.
success, false, en effet. Voilà, donc là on peut voir ce qui s'est passé. Il a fait un premier essai de sauvegarde. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça va? En fait, je peux faire comme ça, j'en ai pensé, ce sera mieux. Il a fait un premier essai de... Hop, j'étais là, ici. Donc il a fait un premier essai pour sauvegarder une config de chart, et ça a raté, il s'est trompé visiblement dans un attribut. Il a eu le résultat, comme quoi il avait fait une erreur, il s'est corrigé, et il a fait un deuxième chart qui ici a marché, et qu'on a vu dans l'exemple. Voilà, donc ça, hop, je vais revenir ici. J'ai une question. Ouais. La solution d'observabilité, tu la plug sur ton agent, tu la plug, ça s'interface comment? Ouais, c'est en gros, la plupart des frameworks, là, ils supportent des solutions d'observabilité classiques pour les agents. Donc là, j'ai utilisé Langfuse. Il y a Braintrust qui est assez connu. Il y a Langsmith qui est la solution payante de Langfuse. En gros, Langfuse, c'est la version open source de Langsmith qui est poussée par LangChain. Voilà, je vous conseille d'en utiliser une, ça c'est sûr, parce que ça permet vraiment de débugger ce genre de choses. Sinon, arriver à comprendre ce qui s'est passé dans les boucles d'exécution, c'est très compliqué. Et là, on n'a qu'un seul agent quand on a plus... Voilà. Encore une fois, pas de recommandation absolue sur utiliser Langfuse, juste utiliser une solution. Et surtout le mettre en place dès le début, parce que souvent c'est toujours pareil, après on s'en est pris dans les features et on fait du hope-driven development au lieu de... Voilà. Hop, voilà. Donc là j'ai mon premier agent tout simple. Donc, chose à retenir, c'est ça, c'est que c'est pas le LLM qui exécute les tools, il fait juste la demande d'exécution d'un tool, le système l'exécute, il reçoit le résultat et il boucle jusqu'à avoir le résultat final qu'on veut renvoyer à l'utilisateur. Je fais un petit aparté pour ne pas parler d'agent, mais parler de tool calling simple. Parce que on peut aussi enchaîner un LLM avec un tool sans parler d'agent. C'est une distinction qui peut être intéressante. C'est-à-dire que je vais utiliser le tool juste pour avoir un format structuré. Donc maintenant, les LLM qui sont les mêmes récents, ils ont été entraînés pour supporter les tools. Et ça, on peut l'utiliser pour lui demander une sortie structurée. En fait, on peut utiliser un LLM en one-shot en lui disant convertis-moi cette phrase en en format JSON avec tel format, tel critère, etc. Donc ça, vous pouvez le faire en langage naturel. Il y a des chances que le LLM se trompe, il oublie une parenthèse, une accolade, il invente des critères, etc. Si vous faites avec du tool calling, donc ça, on sait que les LLM, ils ont été réentraînés là-dessus. En général, ça marche beaucoup mieux. Alors, donc là, la différence de la conversation, ça veut dire que ce qui va se passer, c'est qu'on a le même système prompt à peu près. On a le même user prompt. Sauf que là, en fait, on va forcer le LLM à utiliser ce tool-là. Et donc là, on récupère cet objet structuré. Et ensuite, moi, en fait, au lieu que ce soit le LLM qui décide d'appeler cohort create ou cohort render, je vais récupérer mon objet structuré, ici, donc mes critères pour ma cohorte, et je vais après revenir dans du code déterministe. Donc la grosse différence, c'est simplement que l'enchaînement, il est complètement déterministe. C'est moi qui décide quel tool je vais appeler finalement quelle partie de mon code. Voilà, en fait, j'ai pas besoin non plus que le nom de ma fonction Python, par exemple, cohort create, il match avec le nom de mon tool. Ça me facilite mon débugage et avec les frameworks, c'est plus facile, mais ça, c'est quelque chose que je peux complètement faire complètement différemment. Ça, hop, je me souviens plus, ça j'en ai déjà vu. Donc la grosse différence, avec, donc on va juste essayer de les comparer. Ça, on a un comportement qui est contrôlé, on a une maîtrise des coûts. Parce qu'en fait, dans tous les cas, je vais faire qu'un seul appel LM. Il n'y a pas à avoir de boucle. Et surtout, vous avez vu, hein, il y a un seul appel LM pour faire exactement la même chose, alors que dans le cas,
LLM plus tool pour le même résultat, j'en ai 3. Ça, donc il peut répondre à des questions pour lesquelles il n'a pas été conçu. Un exemple tout bête, votre utilisateur vous demande de créer 2 cohortes d'un coup. Il dit, je veux une cohorte Psoriasis 2023 et une cohorte Psoriasis 2024. Si vous n'avez pas prévu ça dans votre enchaînement LLM Tool, vous ne pouvez pas y répondre. Là, le LLM va pouvoir dire, il faut que j'appelle 2 fois cohort create avec des critères différents. Tolérant au pan et autocorrectif, ça on l'a vu en live à l'instant. Il a fait des erreurs avec Plotly et il s'est corrigé tout seul. C'est valable aussi si tout d'un coup vous avez un problème avec votre base de données qui est down, pour une raison ou pour une autre. Le LLM, il va soit arriver à faire autre chose, soit au moins s'excuser auprès des utilisateurs. Donc vous avez un comportement qui est beaucoup plus sympa qu'une erreur bête et méchante. Par contre, c'est plus lent parce qu'on a les appels au LLM, on a plus d'appels au LLM et voilà, et c'est moins maîtrisé. Donc difficile à maîtriser et à évaluer, ça peut être par exemple le cas du Plotly. On peut imaginer, je ne sais pas, qu'il y a un vrai bug dans le Plotly chart, il va essayer 10 fois, 20 fois de générer son chart, il ne va pas y arriver, là tout d'un coup vous allez avoir vos coûts qui vont exploser et vous n'allez pas savoir pourquoi. Et bien sûr, c'est plus difficile à évaluer parce qu'on est en langage naturel, alors que là, pour la sortie toute simple, en fait, on peut simplement récupérer le format de l'objet du JSON brut et l'évaluer avec des égalités tout simples. Donc l'idée, un agent, c'est un ensemble LLM plus club applicatif. Le LLM, il est autonome pour demander l'exécution du code, il reçoit un résultat et il itère pour parvenir à l'objectif. Et la première conclusion de mon talk sur les multi-agents, ça va être de ne pas utiliser les agents. Donc si vous pouvez, si vous avez quelque chose qui est simple, utilisez plutôt du tool calling, voire du code déterministe, bien sûr, c'est encore mieux. Les agents, c'est bien, mais ça a un coût. Pour évaluer, j'en ai un peu parlé, on va rentrer dedans un peu plus en détail. Quand on est un agent comme ça, on fait des évaluations en langage naturel, parce que notre entrée, ça va être les questions de l'utilisateur, et la sortie, ça va être, pareil, notre réponse à l'utilisateur. Donc on peut utiliser du LLM as a judge, on peut faire des datasets de questions-réponses et faire des évaluations sémantiques. On peut faire du human in the loop, donc ça c'est simplement demander à un humain de vérifier les résultats et de noter oui, non. Ça marche aussi quand vous avez une application live, vous mettez juste un petit bouton plus, moins pour vos utilisateurs, et comme ça, quand ils ne sont pas contents, ils vont bien cliquer sur non, le résultat, il ne me plaît pas. Parce qu'en général, quand ils sont contents, les gens ne cliquent pas sur le bouton plus. C'est aussi important d'évaluer en fait, le comportement émergent de l'agent, c'est-à-dire le nombre d'agents de loop et de tool call. Donc ça, c'est hyper important. C'est ce qui va vous donner la performance de votre agent. Est-ce qu'il est bien conçu ou pas? Si vous avez un agent qui se trompe tout le temps dans ses requêtes SQL, il se trompe de nom de table, etc., mais il finit toujours par retomber sur ses pieds, si vous regardez juste le début, les entrées-sorties, vous n'allez pas le voir. Par contre, si vous regardez le nombre de tool calls et vous voyez qu'il fait 5 appels à votre base de données pour arriver à faire une requête qui fonctionne, c'est que vous pouvez optimiser quelque chose. Voilà, et donc ça, le nombre d'agents de loop et de tool calls, plus le nombre de tokens, ça c'est des choses qu'on peut voir dans LongFuse par exemple. Je fais un petit aparté sur LLM as a judge parce que c'est quelque chose qui est super facile à mettre en place. On a envie de le faire très vite. Le problème, c'est que les LLM, ils ont des biais. Donc si vous leur demandez de classer une liste de réponses par exemple, ils vont avoir tendance à préférer la première et la deuxième réponse. Si vous leur demandez de comparer des outputs de LLM différents, ils vont avoir tendance à se préférer soi-même. Donc voilà, ChatGPT, les modèles d'OpenAI, ils vont mieux noter les modèles d'OpenAI, et les modèles d'Anthropic, ils vont mieux noter les modèles d'Anthropic, par exemple. Et puis les notes, de manière générale, ça ne marche pas très bien. Les LLM, ils ont tendance à préférer certains nombres, 42, 17, voilà. Ce qui est mieux, c'est d'utiliser du langage, parce que c'est ce sur quoi les LLM ont été entraînés. Vous pouvez aussi vous rendre compte que si vous changez votre prompt parce que vous voulez améliorer un petit peu votre système de notation, tout d'un coup, vous allez avoir des résultats radicalement différents. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Par contre, c'est bien de ne pas l'utiliser seul. Donc, on peut faire des
voilà, des choses comme ça. Je ne vais pas aller plus en détail dessus parce que ça peut être une présentation en entier. Mais n'hésitez pas à regarder et à ne pas faire que du LLM as a judge. Si je fais un petit tableau de comparaison, quand on est dans du software classique, ce qu'on va chercher à évaluer, ça va être une fonction, un service, un module, on a un comportement qui est déterministe, et les métriques, ça va être oui, non, mon test il est bon ou pas, et est-ce que j'ai une bonne couverture de code. Quand j'évalue un LLM simple, ce que je vais évaluer, c'est le comportement de mon LLM, on passe sur du comportement probabiliste, et les métriques, ça va être l'évaluation sémantique. Donc, est-ce que ma réponse a le même sens que la réponse que j'attends. Quand on passe à un agent, c'est comme le LLM, sauf qu'en plus, on va évaluer tout ce qui est autour. Donc, le contexte, les tools, la mémoire, le comportement émergent, c'est-à-dire ce que je viens de dire, le nombre d'appels de tools, et globalement, le nombre de tokens de tout le système. J'ai parlé de contexte à l'instant, mais je n'ai pas défini ce que c'était que le contexte. Je vais revenir là-dessus. Donc si je reprends mon exemple de départ où j'ai ma conversation, je vais avoir un premier appel à mon API qui va être comme ça. Mon input que je vais envoyer à mon LLM, ça va être tout ça, ça fait environ 1000 tokens. Ensuite, le LLM décide de faire un tool call create cohort avec un certain nombre de critères. Donc là, je vais avoir 35 tokens qui se rajoutent à ma conversation. Parce que les LLM, ils sont stateless, donc je suis obligée de renvoyer tous les messages à chaque fois. Mon deuxième appel, il va comporter le résultat de mon tool. Et là, tout d'un coup, j'ai 10 000 tokens parce que mon tool, il m'a renvoyé 1247 patients. Donc, mon appel à mon API 2, pour que le LLM reçoive le résultat du tool, il va me coûter 1000 fois plus cher. Non, j'ai mis quoi 100 fois plus cher. J'ai mis quoi 10 fois plus cher. Bref, beaucoup plus cher que mon appel API 1. Et puis si je continue la conversation, si je sais pas, le LLM il veut utiliser un autre tool, ou si l'utilisateur il pose une question qui a strictement rien à voir, et moi je reste sur cette conversation, je vais garder ces 10 000 tokens en mémoire de ma conversation, et à chaque fois ça va me coûter 10 fois plus cher que prévu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, c'est cette partie-là, là, voici la coordonnée de 1247 patients. Ça, on va éviter et on va le sortir du contexte. On va mettre une référence. Donc, la conversation va être contenue et va contenir que des références. Ça a deux avantages. On évite de pourrir le contexte, donc la fenêtre du LLM, avec plein de tokens dont il n'y a pas besoin, et en plus on évite de lui envoyer des données qui sont un peu privées. J'ai pas forcément envie qu'il voit toute ma base de données. Donc ça l'idée là, c'est simplement d'avoir une espèce de mémoire externe dans laquelle les tools peuvent écrire et lire. Si j'ai un deuxième tool, par exemple mon tool de Create Plotly Agent, il va simplement, c'est du code déterministe là, donc là je peux tout à fait lire ma cohorte que j'aurais mis en mémoire, en clé valeur ou quelque part dans Postgre, n'importe où. Mais mon deuxième tool, comme c'est mon code, je vais pouvoir le lire et générer mon plotly avec. Ça va ? Du coup, donc le contexte c'est ça, c'est l'ensemble de la conversation avec le système prompt et tous les messages qui en suivent. Et c'est à utiliser avec parcimonie parce que c'est ça qui coûte de l'argent. Et l'idée, bien sûr, c'est d'utiliser une mémoire externe. Donc, comment est-ce qu'on met tout ça en pratique quand on a plusieurs agents ? J'avais mon système comme ça. J'avais mon système comme ça. Donc, mon LLM et mon query database et le safechart. Le problème de ça, c'est que la conversation est polluée avec le schéma de la base de données et les itérations des requêtes SQL. Si j'ai une question qui est assez complexe, mon agent il va peut-être vouloir faire plusieurs essais, faire plein de requêtes SQL pour avoir les résultats. Ce qu'on peut faire, c'est créer un sous-agent SQL qui serait expert en tant que tool.
voilà, en fait, si on a une base de données qui est très très compliquée, donc avec un schéma énorme, on va avoir un système prompt qui va être à 90% la description de ma base de données. Ça, c'est pas un comportement qui est terrible. Si on déporte tout ça sur un sous-agent expert, mon système prompt de mon agent principal, il va être beaucoup plus court et ça va me coûter moins cher pour la suite de la conversation. Donc mon agent, je vais créer un sous-agent SQL expert qui va être un tool de mon agent principal. Donc c'est ce que je vous disais. Ça, c'est mon système prompt de mon schéma 1. Ce qu'on va faire, c'est simplement avoir un agent SQL expert qui va qui va avoir un contexte avec juste la partie base de données, et mon agent principal, il va avoir simplement le résumé de l'exécution et la suite de la conversation. Et tout ça, c'est éphémère, donc la partie agent SQL expert, qui est un peu cachée par les feuilles, ça va être éphémère. Si je vais avoir une nouvelle requête SQL, je vais avoir une nouvelle conversation, et donc je ne vais pas avoir une pollution de mon contexte. Donc ça, c'est mon première idée. Et la deuxième, c'est le problème des données dans la conversation, et c'est là où on revient à l'idée de la mémoire partagée, donc on avait introduit juste avant. Cette fois-ci, elle ne va pas non seulement être partagée entre les tools, elle va aussi être partagée entre les agents. Donc, on a un premier agent, donc mon SQL Agent, qui va pouvoir écrire dedans, et après, je vais avoir mon agent Plotly, par exemple, qui va être capable de la lire, modifier si besoin, et l'utiliser pour son exécution. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Je vais avoir un agent principal qu'on va appeler orchestrateur, et qui va pouvoir déléguer à l'agent SQL, qui lui a le tool Query Database pour exécuter des requêtes dans la base de données. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'on pourrait même améliorer notre système Plotly. Ce qui pourrait être pas mal, ce serait d'avoir un sous-agent qui est capable de regarder le résultat. Donc si le graphe, il génère un chart qui est pas beau, je sais pas, qui est lisible, si on peut lui renvoyer l'image, et en fait il pourrait consulter l'image, voir que c'est lisible et améliorer son payload. Donc l'idée là, c'est qu'on peut utiliser un agent, un modèle qui a des capacités de vision, donc un modèle qui coûte un peu plus cher, sans impacter le reste, ni l'orchestrateur, ni l'agent SQL. Je fais une petite pause haut. Donc là, maintenant, on a un système avec un orchestrateur et deux sous-agents. Alors, qu'est-ce que ça donne niveau code ? En fait, on va avoir un premier tool qui va être simplement l'exécution d'un agent, et un deuxième tool qui va être l'exécution d'un deuxième agent. Et après cela, je vais les configurer comme bon me semble, de façon à optimiser les choses. Et puis après, j'ai mon orchestrateur que je définis comme ça. Donc bien sûr, le système prompt, c'est mieux de le détailler un petit peu plus. J'ai mes deux tools, et après, je peux l'exécuter. Alors là, c'est pareil, on va essayer de voir si je peux le lancer. J'ai posé une question au hasard. C'est là où on va voir si le Wi-Fi marche. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai plus de batterie. C'est une bonne idée que je branche ça avant que ça crache. Voilà. Ça a l'air de prendre du temps, donc ça c'est que j'ai un timeout quelque part. Soit que ça bouillonne un peu. Hop. Alors on va essayer de regarder là. J'ai une question. Ouais. La mémoire partagée, du coup, elle est gérée par qui ? Par l'orchestrateur ? Ouais, c'est plutôt ça, oui. C'est mémoire partagée. Alors, les frameworks, en général, ils proposent des solutions toutes faites. Enfin, en gros, ça te facilite le travail, tout la tuyauterie. Mais globalement, en fait, pour l'agent, c'est complètement transparent. C'est plus au niveau ton code déterministe, au niveau des tools, où tu vas pouvoir... voilà. Après, tu peux donner un tool qui permet à l'agent d'accéder à la mémoire partagée. Mais dans ce cas-là, tu as un risque que
ça dump dans la conversation. En fait, à partir du moment où l'agent, le LLM, il peut lire ta mémoire partagée, le résultat, il va passer dans la conversation et là, tu vas... Alors, voilà. Donc, bon, ok. Ah, je vais pas y arriver. Alors, j'ai donné cette présentation il y a 2 semaines et pareil, ça avait planté. Donc là, on va pouvoir voir ce qui se passe. Ça m'a coûté 2 $. Donc en effet, il y a un truc qui a raté là. Ok, voilà, donc on voit tout ça, il y a tout ça qui est parti en erreur. Donc là, si on voit là, vous voyez mon prompt, il est un peu plus long, on lui dit... Ah non, pardon, vous voyez toujours pas. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Voilà, on lui dit qu'il peut regarder, voir ce qui se passe. Prompt is too long, ok, donc là, c'est qu'il y a quelque chose qui a... Ok. Donc là, ça veut dire qu'il y a un tool qui a dumpé des choses dans le... Je pense que c'est lui, il a dû dumper des choses dans le... Donc là, ça veut dire que mon agent, voilà, je l'ai mal fait. Mon tool, il a dumpé des trucs dans la conversation qui ont fait que tout d'un coup, on passe de... On est même 44 centimes. Oui, c'est ça, en fait, c'est lui qui est énorme. Non, il y a 140 000 tokens là. Oula. C'est lui. Donc voilà, donc on passe de... Ok, donc là, il y a 140 000 tokens qui sont passés dans la conversation. C'est marrant, j'ai fait ça, cet exemple-là, je l'ai lancé des centaines de fois, peut-être pas des dizaines de fois, et j'ai jamais eu ce cas-là, donc c'est très bien. C'est très bien, c'est un très bon exemple de pourquoi est-ce qu'il faut l'observabilité. J'ai pensé au plan d'exécution de ces requêtes, des fois tu sais pas quand tu as une requête SQL, tu sais pas par où la Ouais, passer, etc. à cause des index, ça fait ouais, penser à ça. ouais, bah ouais, c'est exactement ça, ouais. Une question du coup sur la partie observabilité. Est-ce que là on a un exemple où tu surconsommes, Ouais, qui pourrait être problématique si tu avais des millions de requêtes qui arrivaient qui ouais, surconsommaient pareil. ouais, Moi je sais que moi par habitude je mets des guards. ouais, exactement. Est-ce que la partie accessibilité même, elle pourrait, c'est vraiment que l'observabilité ou elle pourrait dire attention, là je bloque un truc parce que je sais que tu es en dehors de... Ouais, ouais, non, non, c'est tout à fait... Alors, Longfuse en soi ne peut pas, c'est juste l'observabilité. Par contre, tous les frameworks d'agents qui se respectent, on va dire, il y a des options pour mettre des guardrails assez simples, du type limiter le nombre d'appels. En fait, surtout, le truc qui risque de coûter extrêmement cher, c'est tout ce qui est loop. Surtout, par exemple, si vous êtes connecté à une base de données Snowflake énorme, comme c'est... Alors là, non, hein, là, c'est une base de données bidon, hein, mais enfin, ça, c'est des choses qui nous sont vraiment arrivées, où en fait, nous, on a une base de données énorme, parce que c'est tous les patients américains, donc vous pouvez imaginer la population américaine. Et à chaque fois qu'il y a une requête, ça passe dans du Snowflake, et ça coûte super cher. Et si on a un agent qui se trompe et qui loupe, et qui loupe, et qui loupe, voilà. Donc guardrail numéro 1, c'est on autorise l'agent à faire maximum 5 appels de tool, par exemple. Ça, c'est le truc qui est important. Pareil, on limite aussi le nombre de tokens. Donc là, c'est la mode d'avoir des agents, des LLM qui supportent des fenêtres de contexte gigantesques. En pratique, il ne faut pas les utiliser en fait. Parce que, 1, ça va vous coûter cher. 2, il y a de fortes chances que l'agent il oublie la moitié de... Enfin, on sait bien que même s'il supporte autant, plus il y a du contexte, plus il y a des chances qu'il oublie les instructions ou qu'il se mélange dans les données. Donc voilà, la bonne pratique, c'est de mettre des guardrails sur la taille du contexte qui ne sont pas celles du LLM. Puis voilà. Il y a plein d'options comme ça et qui sont très importantes à mettre en place assez rapidement. Hop. Je reviens à ma presse. Donc là, hop, j'ai mon code. Donc l'avantage de tout ça, c'est que j'introduis de la modularité que je n'avais pas avant. Donc là, on imagine très bien que si j'ai une nouvelle fonctionnalité, je peux simplement rajouter un sous-agent. Et mon système, je n'ai pas besoin de le modifier. L'orchestrateur un tout petit peu, mais tout ce qui est Plotly et requête SQL, ça va continuer à marcher. Donc j'ai quelque chose qui est modulaire, que je peux maintenir. Voilà. Et du coup, on a une scalabilité. La précision, c'est important aussi. Par exemple, les requêtes SQL, ça devient rapidement complexe. En fait. Si vous avez un schéma de base de données qui est complexe, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du SQL avec des agents, les LM, ils y arrivent bien, mais
non? Ouais, voilà, ça, rapidement, ils hallucinent des colonnes, ou ils essayent de faire des choses qui ne marchent pas, ou ils se trompent. Si vous avez par exemple du Snowflake à la place du Postgres ou du Postgres Snowflake, c'est pas exactement la même syntaxe, ils peuvent se mélanger. Avoir un LLM qui est dédié avec que des instructions SQL, ça marche mieux. Voilà, donc ça, c'est là où on gagne en précision avec des LLM, des agents experts. Donc meilleur gestion de contexte, ça on en a parlé, on optimise les coûts. Donc ça, c'est où on a voilà, un modèle dédié. L'orchestrateur, par exemple, il peut être super simple. Ça peut être un modèle type Haiku ou même, j'allais dire, le modèle open source de OpenAI. Peut-être que ça passe. Peut-être que ça passe. Voilà. Et après, donc on a un modèle puissant pour la partie SQL, et puis un modèle multimodal qui est capable de faire de la vision, par exemple, pour l'agent Plotly. Alors, bien sûr, cette implémentation a des problèmes. Est-ce que vous en voyez? Est-ce qu'il y a comme ça un truc qu'on pourrait améliorer? Ouais. Alors toi, tu triches parce que tu as déjà vu... C'est vrai. Très bien. Gestion des erreurs, peut-être, ça s'appelle d'un agent à un autre. Ouais. Le problème d'orchestration. Ouais. Classique, quoi. Ouais, problème d'orchestration, exactement. En fait, là, on a clairement un appel LLM inutile. En fait, non, parce qu'on sait que l'agent d'enchaînement SQL Agent et Chart Agent est systématique. En fait, on pourrait dire, j'ai pas besoin d'orchestrateur, je peux juste faire un enchaînement déterministe, faire un graphe, et puis c'est tout. Donc là, c'est ce que je vous proposais de faire. Donc, rendre l'enchaînement déterministe. Hein, là, on enlève tous les problèmes d'orchestration parce que ça vient du déterministe. Donc ça, c'est le pattern graph workflow. Alors, vous pouvez c'est graph ou workflow, ou vous pouvez le trouver aussi sous DAG, par exemple. Voilà. Ça dépend de chaque framework, chaque blog a un nom préféré. L'idée, c'est ça, c'est qu'on a un graphe avec un enchaînement déterministe. Là, j'ai mis les flèches en gris, c'est simplement pour dire que ce n'est pas le SQL agent qui va décider d'appeler le chart agent, c'est moi qui l'ai codé comme ça. On peut en profiter pour rajouter un agent en parallèle, un analyst agent qui va être capable de regarder les résultats de la requête SQL et de faire une petite analyse pour avoir quelques insights sur le résultat. Ah, et oups, il y a un petit raté de format. J'espère que c'est assez lisible. Ça va ? Là, en fait, donc là, ce que vous voyez, donc je suis toujours avec le framework Strands. Donc il y a quelque chose qui s'appelle le Graph Builder, où simplement on va définir des nœuds. Donc là, c'est le premier bloc que vous voyez ici, où je définis mes nœuds, mon agent SQL, mon agent analyst, mon agent visualizer. Je les ai créés avant avec toujours le format agent. Et ensuite, je mets des edges, donc que le SQL il va vers l'analyse, le SQL il va vers le visualizer. Je build le graphe et après j'invoque. Donc ça c'est pareil, très facile à faire avec Strands ou un autre framework, ça marche aussi. Ah bah voilà. C'était juste un problème d'apparition de, je sais pas, il y a un truc raté. Ça, je vais le lancer. Alors, on va voir si celui-là il marche mieux. Donc le graph workflow, j'en mets un au hasard. Donc il va être un petit peu long. Ah non, il est plus rapide, ça s'est mieux passé. Donc là, on va regarder ce qui s'est passé. Tracing, donc là j'ai mon graph workflow qui est là. Ça m'a coûté 1 centime. Donc là pour l'instant c'est celui qui coûte le moins cher. Donc c'est pas mal. Alors, bon, data analyst, ouais, ok. Donc, bon, voilà. Donc on a les récupérations des données SQL ici. Ensuite, on a le data analyst qui s'exécute et le data visualizer. Alors là, ce que je comprends pas, c'est que le data visualizer, il n'a pas appelé de tool.
C'est pour ça que c'est pas cher. Il a juste donné le... Ah non, ok. Je sais pas ce qu'il a. Non. Ok. Bon. Donc voilà, on pourrait. Donc il s'est passé qu'il y a un truc bizarre, mais en tout cas on peut investiguer encore une fois avec l'Anxious. Là, ouais. Là, en fait, ça retombe sur l'Anxious parce que Strand, il a un connecteur l'Anxious. Ouais. C'est ça? Ouais. Toi, tu as Je peux. quelque barres qui permet Ah, de connecter. Je vais te montrer tout de suite comme ça sera plus. Exactement. Alors là, c'est. Ça c'est gros. Hop. Donc j'ai un from l'Anxious import observe et après j'ai une annotation observe quelque part ici avec le nom et ça et après ça voilà ça s'intègre tout seul et j'ai rien d'autre. Donc même si c'est pas du long-chain derrière, ça fonctionne tout seul. Ouais, c'est ça. En fait il y a une intégration. Alors là il y a quand même j'ai mis des choses pour j'ai mis un tag pour qu'on regarde les coûts à la fin, mais oui c'est ça. Donc on a juste voilà, il n'y a rien d'autre à faire quoi. Et c'est enfin pardon. Braintrust, ça serait pareil. Enfin, toutes les solutions, ça marche très bien. Ouais. Ah. Hop, voilà, c'est bon. Donc, j'ai été là. Donc, les graph workflow. Donc, l'avantage, c'est que j'ai du déterminisme dans l'exécution. Donc là, je contrôle voilà, le plan d'exécution. Donc je sais déjà que mon agent SQL il va être appelé qu'une seule fois, que mon agent chart il va être appelé qu'une seule fois. On a des interfaces claires entre les agents et il y a bien sûr des problèmes dans cette implémentation. Est-ce que vous en voyez? Non, mais vas-y. Exactement. Pardon? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que du coup on est un peu tombé dans l'excès inverse. C'est que là, si on veut rajouter des nouveaux agents, des nouvelles règles métiers, on va vite se retrouver avec un graphe qui part dans tous les sens et qui est complètement immaintenable. Ça, c'était un pattern que moi j'ai utilisé il y a quelques... je dirais il y a il y a 1 an, 2 ans, 1 an et demi. Parce qu'à l'époque, on utilisait des modèles qui étaient un peu moins puissants. Et faire du graph workflow comme ça, c'était très pratique. Ça permettait vraiment de cadrer les modèles, on maîtrisait les coûts, on avait quelque chose qui était beaucoup plus stable. Par contre, on a vite été dépassé par le coût de maintenance. à chaque fois que product nous... Voilà, c'est bon. Non. Est-ce que c'est moi qui ai un problème de... Je vais changer de côté peut-être, c'est mieux. À chaque fois que product nous demandait de rajouter une feature, en fait on paniquait parce que notre graphe il était déjà super compliqué et on s'en sortait plus. Parce que bien sûr l'idée aussi, là j'ai fait un graphe qui est très simple où c'est toujours SQL agent et puis chart agent. Généralement quand on a des règles métiers, on a des conditions, donc on a un premier agent qui s'exécute, si son résultat c'est ça, alors je vais dans cette branche-là, si son résultat c'est ça, je vais dans une autre branche, etc. Et voilà, c'est là où on se retrouve avec quelque chose d'un peu complexe. Ça, on vient de le dire. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire évaluer ça de façon à ce que ce soit chaque agent qui va décider de l'agent suivant. Donc ça, c'est le pattern Swarm Handoff. L'idée, c'est qu'on rajoute un autre tool. Tous les agents, ils sont comme avant, sauf qu'on leur rajoute un autre tool qui va s'appeler Handoff to Agent, où simplement, l'analyste, chaque agent va pouvoir dire j'ai terminé, maintenant c'est au tour d'un tel de se lancer. Et donc, mon schéma d'exécution, il va être comme ça. Donc, je vais définir c'est quoi mon point d'entrée. Donc, par exemple, j'ai pris le SQL Agent. Et puis après, ils vont pouvoir décider, s'organiser entre eux. Pareil, je vais lancer le... Hop. J'ai lancé l'exécution, on va voir. C'est-à-dire que tu n'es pas déterministe dans les transactions, c'est les agents qui décident. Exactement. Donc là, on fait l'extrême inverse. C'est un mode YOLO
Exactement. Je prends une question au hasard. Hop. Tu leur indiques quand même dans quelles conditions ils repartent sur un autre avant. Voilà, donc ça, voilà, donc c'est dans le système prompt. Donc c'est là, ça va être autant avant, ça va être tout déterminé par du code, donc c'est mes nœuds, mes graphes, etc. Là, ça va être que du prompt. Donc c'est dans le prompt où je vais dire SQL agent, quand tu as fini, handoff tout machin, ou si il y a ça et ça, etc. Donc là, c'est que du prompt development. C'est là où je disais que si vous n'avez pas d'observabilité et que vous faites du hope driven development, ça, voilà, vous allez plus savoir, vous n'allez plus du tout maîtriser ce qui va se passer. Toi, ton workflow, tu spécifies dans ton prompt, tu spécifies pour bien la séquence. C'est ça, c'est ça. Mais l'idée, c'est quand même de le spécifier. Enfin, si votre prompt, vous avez déjà des règles métiers qui sont hyper précises et votre prompt, c'est juste redirige là et là, non, faut revenir sur du graphe. L'idée, c'est d'introduire de la souplesse, voilà, avoir un prompt qui donne des indications, mais que ça fasse sens qu'il y ait un peu de souplesse, quoi. Il faut parler du principe qui va écouter ton prompt. En fait, là, tu ne vas pas être dépendant de la puissance du modèle qui va recevoir les prompts. Ouais. Moi, à mon petit niveau, j'ai remarqué que le système prompt est plus ou moins suivi Ouais. selon certains modèles. Tout à fait. Il y en a même, en fait, tu as l'impression de parler à un ado. En fait, Ouais. c'est ce que tu veux. Oui, tout à fait. C'est sûr que pour un modèle de type Swarm, faut mieux avoir des LLM puissants qui soient capables de bien comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a une décision qui est à prendre pour l'exécution globale, quoi. Alors là, ça a marché. Alors là, ce qui s'est passé. Alors non, c'est marrant ce qui s'est passé. Donc là, on voit que donc en fait, on a le SQL agent qui s'est. Enfin, si je regarde ce qui s'est passé, c'est que on a le SQL agent qui s'est exécuté. On a le analysis agent qui s'est passé, sauf que lui, il a décidé, au lieu de renvoyer vers le chart, il a décidé de demander à l'utilisateur. Voilà, donc ça c'est typiquement l'avantage ou l'inconvénient, donc suivant votre cas, d'un modèle de type Swarm. Tu es capable de comprendre pourquoi il choisit Alors globalement, là c'est vraiment j'ai fait du code super simple, mais système prompt, je les ai écrits une fois comme ça, sans regarder, donc clairement on peut les améliorer. On est dans la vraie vie, enfin voilà, si tu as déjà Oui, alors ouais. Dans la vraie vie, le gros problème des agents, c'est que tout s'appuie sur les prompts. C'est ça le gros problème des agents. C'est le prompt engineering qui n'est pas de l'engineering. C'est ça voilà. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'évaluer ces agents de façon isolée. Donc être sûr que si ton système il se plante, c'est enfin voilà, si t'es sûr que tous tes agents ils se comportent bien, tu as de fortes chances que ton système il se comporte bien. Et après, tu peux savoir que c'est parce que tu as des transactions qui sont pas bonnes, par exemple. Mais oui, c'est aussi pour ça que j'ai un commence auto pour dire ne faites pas d'agents. Parce que c'est exactement ce genre de comportement. Du coup, je suis allée voir. Donc, on a le Swarm Pattern qui est ici. Cette fois-ci, ça m'a coûté environ 4 centimes. Donc, ça me paraît plus logique. On voit à chaque fois là, le handoff to agent. Donc, on a le data expert qui fait un handoff to agent, qui est appelé le SQL expert. Donc, oui, là, ça c'était mon point d'entrée qui fait rien à part juste envoyer au SQL expert. Le SQL expert, il envoie, donc il fait le execute query, et ensuite il voit le handoff agent. Il envoie analysis, et lui, c'est lui à ce moment-là qui a décidé que c'était fini, qu'il donnait le résultat. J'ai toujours pas fait ça, mais on voit aussi, ce qui est sympa dans Longview, c'est ça là, c'est qu'on a ces petits graphes là pour regarder ce qui s'est passé.
voilà, je ne me fais pas avoir 2 fois. Le swarm, c'est super facile à faire avec strands, ça ressemble à ça. Donc simplement on définit 4 nœuds, on les met dans un swarm et puis ils se débrouillent. Donc là, j'ai même pas besoin de rajouter le tool handoff to agent. C'est Strands qui le fait tout seul, qui l'injecte comme tool dans tous mes agents. Alors, les avantages de tout ça, c'est qu'on a quelque chose de très autonome et très adaptable. Je ne sais pas si vous avez l'image en tête du système multi-agent qui sait tout faire, où on a par exemple, qui simule une équipe de dev, où on a un agent qui sert de front-end de dev, un agent qui sert d'architecte, un agent qui sert de PM, etc. Globalement, c'est un peu cet état d'esprit-là, où on a plein d'agents autonomes qui sont capables de collaborer pour arriver au résultat. C'est quelque chose qui peut être super puissant et super adaptable. Hop, j'ai pas de slide. Ok. On peut imaginer aussi d'autres variantes de ça. On pourrait avoir des agents qui peuvent créer d'autres agents. Là, dans mon exemple de Swarm, il n'y a qu'un seul agent SQL qui s'exécute à la fois. Parce que en fait, le handoff fait que j'ai un seul agent SQL. On pourrait imaginer que mon agent principal, je sais pas, j'ai un agent analyste qui dit j'ai besoin de faire 5 analyses SQL pour répondre à la question. Et hop, il va faire un spawn il va créer 5 agents SQL qui vont s'exécuter en parallèle. Les coding agents, on en a pas mal parlé jusque-là. Alors, c'est pas trop un pattern d'architecture, parce que ça peut rentrer dans ce que je vous ai présenté là. Sauf que là, les tools, ça va être écrire du code et exécuter du code. Et donc là, vous avez quelque chose qui peut être super puissant, parce que tous vos agents sont autonomes pour inventer et créer tout ce qu'ils veulent, et ensuite l'exécuter. Je vous ai mis des ressources utiles ici, donc Landgraph par exemple, où il donne pas mal de concepts sur les systèmes multi-agents qui est assez intéressant. Pareil pour Anthropic, pareil pour Strands. Je vous ai mis la doc Strands parce que c'est celle que j'ai utilisée là. C'est pas celle qui est la plus détaillée, mais elle est assez intéressante. Je vous laisse le temps pour les photos si besoin. J'avais parlé d'évaluation pour l'agent simple, c'est pareil, on va avoir besoin de faire la même chose pour les systèmes multi-agents. Parce que donc plus d'agents, ça veut dire plus de capacité, de modularité, de scalabilité, ça on a vu, précision aussi, mais ça veut aussi dire on multiplie les problèmes de coût, les problèmes de gestion de contexte et les problèmes de contrôle. Toutes les architectures ne se valent pas. Ça, je pense que on en a un petit peu parlé, donc vous avez peut-être une idée. Les graph workflow, on a quelque chose qui est complètement déterministe. En fait, c'est quasiment équivalent en termes de contrôle à des agents individuels. L'orchestrateur plus expert, on a quand même un seul agent qui peut router vers les autres. Donc là, on rajoute une capacité d'autonomie. Et après, on a le swarm handoff, où on a quelque chose qui est complètement autonome et totalement adaptable, mais ça a un coût. C'est mon tableau de tout à l'heure. J'ai rajouté une colonne multi-agent. Globalement, c'est exactement pareil que agent, sauf que ce qui est important, c'est qu'on a le comportement émergent qui est démultiplié en fonction de l'architecture. Finalement, tout ce qu'on a évalué pour l'agent simple, ça va être exactement pareil, sauf que le comportement, ce qu'on doit faire attention, c'est le comportement émergent, donc par quel agent ça passe, et puis à l'intérieur, par quel tous ça passe. Pour faire des évaluations, je vous conseille plusieurs types d'éval. Les évals qu'on fait avant de mettre un agent en prod, donc là c'est s'assurer de la qualité du système, c'est le principe de quality gate. Je sais pas, pendant un moment, moi je faisais du Java, j'avais du Sonar, et en fait on mettait des petits tampons, ok, on a tant de couverture de code, machin, ok, on peut partir en prod. Là c'est un petit peu pareil. Comment est-ce qu'on fait ça ? L'idéal, c'est d'avoir un dataset questions-réponses et de faire l'évaluation sémantique dessus. L'objectif, c'est d'alerter en cas de problème.
guardrails, on en a parlé. Je mets dans les évals, c'est pas forcément des évals, mais je pense que c'est dans le même système. Donc c'est bien sûr mettre en place des alertes sur le fonctionnement de mon agent, soit parce qu'on a fait trop de tool call, etc., soit parce que ça peut être parce qu'il a dit n'importe quoi. On peut détecter par exemple qu'il a, je sais pas, par mots-clés, qu'il a donné des informations pour faire une bombe, etc. Donc ça c'est le genre de choses classiques. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait ça? On monitor les tokens, les tool calls, les agents, et puis on met en place des thresholds et des règles. Et voilà, donc là, la détection de mots-clés et la protection des données personnelles. Et puis après, on peut en faire des évals a posteriori. L'idée, c'est d'évaluer de façon asynchrone. Pourquoi asynchrone? Simplement parce que ça peut être plus lent. Si vous faites du LLM as a judge, par exemple, en live, ça va rajouter un appel LLM, ça peut ajouter de la latence, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc on peut le faire a posteriori. On peut aussi faire la détection de sentiments. C'est assez facile de détecter dans une conversation si un utilisateur il est en train de s'énerver. Ça peut être assez intéressant à traquer. Et bien sûr, enrichir votre dataset de questions-réponses, ça peut être pas mal. Donc on a, si vous avez l'autorisation de vos utilisateurs, bien sûr, vous pouvez récupérer leurs questions pour enrichir votre dataset de façon à mieux évaluer vos agents par la suite. L'idée de tout ça, c'est d'éviter de présenter un POC qui coûte tant à votre chef, et puis quand vous mettez en prod, vous vous retrouvez avec ça. On rigole, mais en fait ça arrive. Ça paraît tellement évident sur des slides, mais je pense que la vraie vie, c'est ça. Le contexte, c'est clairement le nerf de la guerre parce que c'est la latence, donc ça va ce que va être le ressenti de votre utilisateur, et ça va être le coût, donc ce qu'on va devoir débourser. Externaliser, j'en ai parlé, donc c'est ce qu'on a dit, la mémoire externe, donc un scratchpad, une base clé valeur, un workspace qu'on veut. On met des guardrails pour limiter le nombre d'appels de tools, de boucles, d'agents. On essaie de limiter la taille de contexte, et si on ne peut pas, on peut aussi compacter en faisant des résumés en tronc. C'est un peu ce que j'ai dit quand on a l'orchestrateur qui fait un appel à un sous-agent SQL. En fait, la mémoire du sous-agent SQL, le contexte du sous-agent SQL, une fois qu'il s'est exécuté, on le met à la poubelle, on n'en a plus besoin. Mais ce qui est important, c'est de faire ça. Ça, c'est quelque chose que vous ne verrez pas dans les articles de blog, que vous ne verrez pas dans la doc LangChain ou dans la doc Strands, parce que ce que vous avez, c'est que du Hello World. Si vous faites quelque chose dans la vraie vie, vous allez vite vous rendre compte que votre cas d'usage, il ne marche pas exactement comme prévu dans la doc. Je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, j'aime beaucoup le Partant Orchestrator parce que je trouve qu'il apporte de la flexibilité tout en restant facile à maintenir. Et on a un certain contrôle, je trouve que c'est un très bon... voilà, on est entre deux, on a à la fois le contrôle et la flexibilité. Imaginons que j'ai mon Partant Orchestrator avec un agent SQL. Je me rends compte que dans la vraie vie, dans mon vrai cas d'usage, en fait, mes utilisateurs, 90% des cas, ils ont des questions qui sont très très simples, avec juste une maladie et une date. Dans les 10% des cas restants, ils ont des requêtes super compliquées, avec des critères dans tous les sens, auxquels j'ai besoin de faire des requêtes SQL super compliquées. Là, mon agent SQL, il sait faire. Donc ça, il fait très bien. Je lui délègue les 10% des requêtes compliquées. Par contre, pour mes 90% des cas où j'ai juste un critère de date et de maladie, qu'est-ce que je peux faire? Simplement un tool tout bête qui prend ces deux arguments en entrée, je le passe directement à mon orchestrateur, et là, je vais économiser des requêtes SQL complexes, et je vais économiser des appels à LLM dans tous les sens, etc. Et en plus, ça va être aller plus vite. Donc là, on n'est pas obligé d'avoir un partenaire d'orchestrateur avec des agents bien alignés. Je peux aussi lui décider de mettre un tool. Et puis, bien sûr, suivant votre cas d'usage, vous pouvez décider d'avoir des agents qui font un hand-off à un endroit à un autre, mais que le reste de votre application est complètement déterministe, où vous avez des nœuds entre vos agents. Donc ça, je vous invite fortement à faire ça, d'avoir quelque chose qui soit vraiment
adapté à votre cas d'usage et pas forcément à suivre tous les blogs que vous pouvez trouver sur le sujet. Ça, je pense que c'est hyper important parce que quand on n'a pas de contrôle, on fait exploser les coûts, on a quelque chose qui est beaucoup plus difficile à maintenir, mais en même temps, on veut quelque chose qui soit adaptable et assez puissant. Bien sûr, les agencements si besoin. Et après, ça c'est un petit retour d'expérience, c'est beaucoup plus facile de passer d'un système qui est contrôlé à un système autonome que l'inverse. Si vous avez un système qui est très autonome avec beaucoup d'agents, vous allez avoir du mal à le contraindre. Alors que en fait, remplacer un tool par un agent, donc c'est ce que j'ai fait là dans mon exemple, j'ai mon tool SQL, je remplace par un sous-agent SQL, ça c'est assez simple à faire. Bref, combiner les solutions, il faut expérimenter parce que de toute façon, tout le monde est nouveau dans ce domaine, y compris vous et vos collègues, les fournisseurs, le reste du monde. Et malheureusement, les utilisateurs, ils ont des attentes extrêmement élevées parce qu'ils ont l'habitude de ChatGPT qui répond à toutes leurs questions existentielles. Et ils veulent la même chose sur vos données, sur vos règles métiers. Et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Bref, j'aime bien ça. C'est qu'il n'y a pas de solution parfaite, il faut expérimenter. Et on ne sait même pas ce qu'on va trouver parce que dans tous les 6 mois, il y a quelque chose qui change et on peut faire les choses différemment. Hop. Voilà, je vous ai mis quelques liens si vous voulez me contacter. J'ai 2 liens ici. Là, j'ai un feedback, mais en fait, on peut me dire aussi à l'oral. Ça me permet d'améliorer cette présentation. J'ai un code gratuit là, si vous voulez accéder à la plateforme O'Reilly. Ça donne accès à toute la plateforme O'Reilly. C'est pas sponsorisé, je gagne pas d'argent si vous l'utilisez. Ça vous donne un accès gratuit pendant 3 mois. Et là, j'ai juste des liens avec plein de ressources sur l'AI Engineering Landscape. Voilà.